Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'enceinte et de charge acoustique au travers de quelques vidéos, dont celle-ci est la première. Alors petit disclaimer avant de commencer, évidemment, je ne suis pas un professionnel, je ne suis pas un vidéaste. Je sais que la qualité des vidéos sera assez médiocre, mais le but c'est de partager simplement quelques connaissances que moi j'ai acquises en tant qu'amateur. Évidemment, si je commets des erreurs pendant la vidéo, je vous invite à me les corriger en commentaire. Et puis pour mes recherches, je me suis principalement inspiré de 3 sites qui seront dispo en description et auxquels je vous invite à aller faire un tour et puis à les découvrir par vous-même à la suite de cette vidéo. Alors je vous propose de commencer par une introduction aux ordres acoustiques, mais j'aurais aussi bien pu appeler cette vidéo comment compter les ordres acoustiques, parce que c'est globalement ce qu'on va faire. Déjà on va commencer par partir du principe qu'un haut-parleur constitue à lui seul 2 ordres acoustiques, une onde avant et une onde arrière. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce haut-parleur ? La première chose qu'on va pouvoir faire, c'est séparer les ondes avant et arrière. Pour ça on peut ajouter une baffle ou enfermer le haut-parleur dans une boîte, c'est une charge close. Au niveau des ordres acoustiques, puisque c'est ça qui nous intéresse, on bouge pas, on reste à 2, une onde avant et une onde arrière. Simplement les 2 ondes ont été séparées. En ce qui concerne la baffle, c'est possible d'en trouver dans certains home systems, et c'est utilisé parfois pour caractériser des haut-parleurs. On note que la baffle elle joue le même rôle de séparation des 2 ondes que la charge close, si tant est qu'elle est assez large pour empêcher l'onde arrière de la contourner et de créer un court-circuit acoustique. Alors on peut également monter en ordre avec le haut-parleur, en ajoutant soit un tube, soit un pavillon par exemple, ce que je vous ai mis ici. Alors tout d'abord en ce qui concerne le tube, une enceinte réelle ça pourrait ressembler à ça, c'est pas du tout obligé que le tube soit de section circulaire, ça pourrait être carré ou rectangulaire comme ici. Et au passage c'est ce qu'on appelle une enceinte transmission line, mais on retrouvera ça dans une prochaine vidéo. Si on compte les charges, on en retrouve bien 3, 2 pour le haut-parleur et une pour le tube. Alors par contre on va s'attarder quelques instants sur le pavillon. Alors le principe d'un pavillon ou d'un guide d'onde c'est de constituer un adaptateur d'impédance. Pas de panique, je vous explique ce que c'est que l'impédance. L'impédance acoustique, on peut la définir comme la capacité du milieu à réagir, c'est-à-dire à s'opposer à une variation. Donc ici, une impédance acoustique, ce serait l'air qui s'oppose au passage des ondes produites par le haut-parleur. Donc l'air, elle émet une certaine résistance au passage des ondes. Donc la forme du pavillon, elle est conçue de manière à modifier progressivement cette impédance afin d'augmenter les performances du haut-parleur. Le pavillon, il sert également à contrôler la direction du son, mais ça c'est un autre sujet. Et on retrouve ce concept par exemple dans les anciens gramophones. Et dans les systèmes son, on retrouve des pavillons de toutes les formes. Ici, je vous ai mis un pavillon d'aigu multicellulaire. En fait, le problème d'un pavillon, c'est que sa capacité à reproduire des notes graves dépend de sa taille. C'est-à-dire que plus il est grand, plus il reproduit des fréquences basses. Alors, on va parler de ce problème dans quelques secondes, mais d'abord, je vous ai mis quelques designs classiques d'enceintes que vous pouvez connaître. Le SW, le MTL46 pour les transmission lines, le Martin 115, le Punisher V2 pour les horns purs. Donc, ce sont des designs assez classiques qu'on pourrait retrouver dans plusieurs systèmes son. Et justement, je vais utiliser ce dernier caisson pour développer le problème que j'ai évoqué il y a quelques secondes. Alors ne vous perdez pas dans le plan, ce caisson c'est effectivement un horn pur, donc c'est-à-dire qu'on voit bien la charge close en verte, ainsi que le pavillon en jaune. Et la solution que les acousticiens ont trouvée au pavillon trop long, c'est celle que vous avez devant vous, c'est de le replier. En jaune, vous avez effectivement un vrai pavillon, qui est simplement replié sur lui-même. Ça permet de gagner énormément de place, tout en produisant des basses fréquences. On monte encore en ordre pour arriver au 4e, et à partir de celui-là, je vais définir 2 catégories, les basses reflexes et les passebandes. On va commencer par les basses reflexes. Alors deuxième et dernière pause, c'est promis, cette fois-ci sur l'une des bases des designs d'enceintes acoustiques, le résonateur de Helmholtz. Alors en fait, il s'agit d'un phénomène physique qui se produit lorsqu'on connecte un volume d'air à un col. À une fréquence propre précise, la masse d'air présente dans le col va osciller, et le volume d'air jouera le rôle de raideur acoustique. Donc on peut comparer ça à un système masse-ressort, et certains reconnaîtront un oscillateur harmonique. La fréquence de ce résonateur elle est donnée par la formule ici, et il faut juste retenir que le col il n'a pas besoin d'être un tube, il peut également avoir une section carrée ou rectangulaire, encore une fois ça marche. Et puis dans la vie de tous les jours on peut retrouver ce phénomène par exemple quand on siffle une bouteille de bière. En fait il se produit un son et vous aurez remarqué que le son il dépend du volume d'air, parce que moins il y a de bière, plus le volume d'air il est grand, et plus la note qui est produite elle est basse. Alors ici j'ai rajouté le spectre sonore qui est produit par une bouteille en verre. Faut croire qu'il y a des gens qui s'amusent à mesurer ça, et on retrouve effectivement un pic à la fréquence fondamentale, ainsi que les harmoniques que je vous ai mises en rouge. Mais on pourrait également supposer qu'une guitare, par exemple, s'est composée d'un résonateur de Helmholtz, avec un col très large mais très court. Et sur ce graphe, on voit très bien l'influence de ce résonateur. Si vous bouchez la rosace, vous perdez toutes les basses de la guitare. Côté enceinte, on utilise souvent le résonateur pour augmenter la capacité de l'enceinte à reproduire les basses fréquences. Et c'est pour ça qu'on parlera d'accorder le bass reflex à l'enceinte, et c'est la courbe que vous voyez à gauche. On voit bien sur le graphe que la présence du bass reflex augmente les basses fréquences. Et le bass reflex, c'est donc ça, un haut-parleur dans un volume qui est lui-même relié à un tube et qui donne vers l'extérieur, de manière à créer un résonateur de Helmholtz. De l'autre côté, c'est le même principe, mais le passeband lui il n'utilise pas l'onde avant du haut-parleur. Côté enceinte, on aura ce genre de design.
Alors je me répète, mais la différence majeure entre les basses réflexes et les passe-bandes, c'est que le premier il utilise l'onde avant du haut-parleur et il travaille l'onde arrière, tandis que le passe-band, lui, il n'utilise que l'onde travaillée et pas la sortie directe du haut-parleur. Alors ici vous avez un subwoofer typique que vous pourriez retrouver avec ce genre de modèle. Et si on s'amuse à compter les ordres, on obtient bien 2 pour le haut-parleur, 3 avec le volume et 4 pour le tube. Vous aurez également remarqué que pour le passe-band, il y a un volume clos que je n'ai pas compté dans les ordres acoustiques, tout simplement parce qu'il n'est pas relié à l'extérieur. Alors ici, je vous ai tracé une réponse en fréquence typique de différentes charges, donc la charge close en noir et en pointillé, le bass reflex en bleu et en orange le passe-band. On remarque bien que, par rapport à la charge close, donc la courbe en noir, la présence du bass reflex, elle augmente bien la réponse des enceintes dans les fréquences les plus graves. Et on constate également que l'appellation de passe-band est complètement justifiée, parce que l'enceinte, elle laisse passer qu'une certaine bande de fréquence. Parmi les enceintes typiques que vous pouvez retrouver chez vous qui utilisent des basses réflexes, on a par exemple les subwoofers de home cinéma, ou bien les petites enceintes large bande qui utilisent le bass réflexe pour augmenter un peu leur réponse dans les graves. Côté passe-band d'ordre 4 par contre, il semblerait que ce design soit principalement utilisé dans le domaine automobile. J'ai lu à plusieurs endroits que l'ordre 4 avait une réponse assez molle, qui manquait de punch et qu'on préférait rapidement utiliser l'ordre 6. Et c'est pour ça que les designs que vous avez ici, ils ont une forme un peu particulière qui sont conçus pour entrer dans des habitacles de voitures. Au niveau des caissons classiques, par contre, j'en ai retrouvé quelques-uns, notamment le Dual Subwoofer de 18 Sound LG Sub qui sont des basses réflexes, et le Function One Infrabass qui est un passe-band d'ordre 4. On monte encore en ordre, et cette fois-ci pour le 6e ordre, je vais repartir de l'ordre 4, et on va commencer par le bass réflexe. Alors précédemment, on a établi que dans l'ordre 4, on avait 2 pour le haut-parleur, 3 pour le volume et 4 pour le tube, mais donc ça veut dire que si on utilise uniquement un volume et un tube, c'est un ordre 2. Et on se dit qu'il suffirait de combiner cet ordre 2 à l'ordre 4 pour créer un ordre 6. Et bien c'est exactement ce qu'on va faire. Le bass reflex d'ordre 6, en fait il est simplement obtenu en ajoutant un volume et un tube. Et donc on retrouve bien nos 6 ordres. Côté passe-band, on peut faire exactement la même chose, et vous remarquerez que c'est toujours un passe-band, on n'utilise toujours qu'une seule onde qui est travaillée, l'onde directe du haut-parleur ne ressort pas. Et on retrouve toujours nos 6 ordres. Mais vous remarquerez qu'il y a toujours un volume qui est inutilisé, ce serait pas mal de s'en servir, et on remarque également qu'il suffirait de rajouter un seul tube pour que ce volume devienne relié vers l'extérieur et qu'on ait un ordre 6. Alors pour identifier les deux designs, on parlera de passe-band en série et en parallèle. Bon, c'est bien beau de jouer avec des volumes et des tubes, mais côté enceinte réelle, ça donne exactement ça. J'ai rajouté un volume et un tube pour le bass reflex et même chose pour les passe-bandes. Au niveau des designs 3D, j'ai modélisé uniquement le passe-band d'ordre 6 en parallèle. Pour le série, il faudra changer 2-3 trucs. Et si on compte les ordres acoustiques, on a toujours 2 pour le haut-parleur, 3 pour le volume et 4 pour les vents, 5 pour le deuxième volume et 6 pour le deuxième évent. Et pour comparer les passe-bandes en série et en parallèle, je vous ai tracé ces allures de réponse en fréquence. Alors évidemment, ces allures elles vont dépendre du design de l'enceinte, mais on voit bien que le passe-band en parallèle, il a tendance à faire apparaître ses deux petites oreilles aux extrémités de la bande passante. Alors j'ai retrouvé ces allures à quelques endroits sur internet, mais je me suis également servi de ce graphique, qui est une comparaison des deux mais modélisé sur Akabac. On monte encore en ordre, et cette fois-ci c'est le dernier, mais on va passer assez rapidement dessus, puisqu'en réalité on va refaire exactement la même opération, c'est-à-dire rajouter un volume et un tube. Au niveau des enceintes 3D, on peut s'attendre à des designs qui ressemblent à ça, et je tiens à préciser qu'aucune des dimensions présentées ici n'ont été réfléchies. Dans un vrai design d'enceinte, il serait primordial de calculer chacun des volumes et la longueur de tous les évents afin d'apporter un accordage cohérent. Et c'est souvent la partie la plus complexe d'ailleurs. Si on compte les ordres acoustiques, on obtient ce genre de choses, et si vous êtes attentif, vous aurez remarqué qu'il manque un ordre 8 à droite. Alors où se trouve cet ordre 8 ? Et en réalité, je vous ai un peu menti. En fait, pour les passe-bandes série d'ordre 6, 8 et supérieur, il manquera toujours un ordre, et c'est pour ça qu'on parle de quasi 6e et quasi 8e ordre. On les placera quand même respectivement dans les ordres 6 et 8 parce qu'ils se comportent à peu près pareil. Et on arrive au terme de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Alors en réalité, on pourrait encore monter en ordre, 10, 12, etc. Mais ça consisterait seulement à rajouter un volume et un évent, et puis ça n'aurait pas de réel intérêt. Vous aurez peut-être constaté aussi que j'ai pas abordé les ordres 5 et 7, on en parlera peut-être dans une future vidéo, mais dans tous les cas le comptage des ordres est le même. Alors je vous laisse sur un schéma qui synthétise un peu tout ce qu'on vient de voir, et même 2-3 autres trucs, c'est pour ça que je vous ai laissé le lien si jamais vous voulez le retrouver. Je vous rappelle que tous les liens que j'ai utilisés pour mes recherches sont en description, n'hésitez pas à y faire un tour, et n'hésitez pas non plus à me faire des retours en commentaire sur la forme ou sur le fond, ça m'aidera à m'améliorer pour les prochaines vidéos. La prochaine vidéo d'ailleurs, elle devrait parler de lecture d'une courbe de réponse en fréquence, ou comment choisir la meilleure enceinte accordée à ses besoins, et elle devrait sortir dans quelques jours. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée. Salut!